j'aimerais au départ, donc, puisqu'on parle de BIM, peut-être faire un premier tour de table, savoir un petit peu ce que chacun d'entre vous pense lorsqu'on parle de BIM, quels sont les mots-clés qui vous viennent, ou les phrases clés qui vous viennent en tête. Madame Cassan, vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Donc BIM, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément l'acronyme, je vais commencer par dire que c'est building au sens de construction, information modeling ou management, et je retiendrai plus volontiers le management, puisqu'en fait, s'il y a bien une lettre parmi les trois qu'il faut, je dirais, mémoriser, c'est celle du I, qui est de l'information, et fondamentalement, le BIM, c'est gérer des gisements de données et des hubs de données dans une logique objet. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Vincent Keller, je suis DGIS de la Business Unit Rail. Donc j'interviens dans le cadre de maîtrise d'œuvre infrastructure et système du Grand Paris Express, donc sur des phases qui vont de l'avant-projet et maintenant des travaux qui commencent. Donc on est en phase exé, synthèse. Donc le BIM, c'est aussi de nouveaux types d'informations qu'on va échanger. En fait, la volonté des acteurs du développement du BIM était de profiter finalement de pouvoir échanger des modélisations 3D avec de l'information pour visualiser de façon beaucoup plus pertinente un projet et pouvoir converger vers une perception commune du projet à construire avant de le construire. Donc avoir une vision unique qui parle à tout le monde. Donc à partir d'un modèle 3D, on peut avoir de façon automatisée des vues 2D, des vues 3D bien sûr, aussi on peut introduire le temps, donc avoir des visions dans le temps. Et puis ce qu'on appelle la 4D avec la 3D plus le temps. Et puis on peut introduire aussi le coût dans la maquette. Donc avoir une vision multivue d'un même projet de référence avant de le construire. Didier Gut, Arcadis. Alors moi je vais parler d'un mot qui ne se trouve pas dans BIM, c'est collaboration. C'est un processus où enfin on peut arriver à travailler à plusieurs acteurs, plusieurs métiers sur un même objet. Donc via une synchronisation, on peut à un moment donné avoir une vue à l'instant T du projet tel qu'il est en train de se construire. Et ce qui est très important, c'est qu'in fine, avec ce processus collaboratif, c'est qu'à la fin on a une unicité de la donnée, et ça c'est très important, puisqu'on évite une déperdition, on évite des erreurs grâce à ça. Bonjour à tous, alors Thomas Joindeau, SNCF Réseau. Moi, il y a 2-3 ans, quand on me parlait du BIM, je pensais maquette 3D. Aujourd'hui, je pense plutôt données structurées, suivant un modèle commun, continuité numérique entre l'ensemble des acteurs de la filière, les donneurs d'ordre, les ingénieries, les exploitants. Et enfin, je pense à une donnée qui décrit à la fois les éléments physiques, mais aussi les fonctionnalités et les éléments logiques du réseau ferroviaire. Pascal Bouler, Vostocogifère, responsable PLM et digitalisation. Pour nous, le BIM en tant qu'industriel et fournisseur d'appareils de voie, ce n'est pas simplement fournir du matériel, mais aussi de le suivre tout le long du cycle de vie du produit, donc après la fabrication, c'est-à-dire sur le terrain, comment on va le maintenir, quelles sont les informations qui en circulent. Et donc, je reviens aussi dans la notion d'information, de gestion d'information, c'est-à-dire de l'équiper de capteurs pour savoir ce qui se passe sur le terrain et pouvoir agir rapidement pour toujours le maintenir en conditions opérationnelles. Très bien, merci. Alors si je peux résumer en quelque sorte, le BIM, ce serait un processus de travail collaboratif qui s'articule autour d'une base de données structurée, qui traduisent des exigences fonctionnelles en des spécifications techniques. Ces données sont uniques, non dupliquées, multi-accès et couvrent tout le cycle de vie d'un produit. Dans le BTP, les architectes utilisent cet outil depuis une bonne dizaine d'années avec le succès qu'on connaît. En revanche, le BIM ferroviaire, c'est 4, 5, guère plus d'années. Donc pourquoi il y a eu autant de mal à appliquer ce BIM? C'est qu'il a des spécificités, ce BIM. Ce BIM appliqué aux infrastructures ferroviaires ne s'applique pas à un objet ponctuel, mais linéaire. Donc je laisse à nouveau la parole à Madame Cassan pour nous parler de ces difficultés.
Je pense que personnellement, je viens du secteur du bâtiment et je travaille dans le secteur ferroviaire depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai la capacité peut-être à appréhender les deux écosystèmes. Mais du coup, ce que je dirais pour l'écosystème du ferroviaire, c'est qu'en fait, on a déjà une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de métiers, donc une multiplicité d'interfaces à gérer. Ça, c'est la première différence. Donc, quand il faut embarquer plusieurs acteurs dans le BIM, c'est déjà un premier degré de complexité. Deuxième spécificité, c'est qu'on a affaire, par définition, à des ouvrages linéaires. Donc, sur des lignes de métro, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Sur des lignes à grande vitesse, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et fondamentalement, plus on a de kilomètres, plus on a d'interfaces à gérer avec l'environnement. Donc là, c'est le deuxième niveau de complexité. Et puis, le troisième niveau de complexité, c'est qu'aujourd'hui, nous fonctionnons en tant qu'ingénierie avec un certain nombre d'outils, mais ces outils ont été plus pensés pour le secteur du bâtiment qui, comme vous l'avez dit, M. Béal s'est développé et a implémenté le BIM un peu plus tôt que nous dans le secteur de la construction. Donc, de fait, on a des outils qui sont aussi moins matures. Et du coup, chez Systra, par exemple, on a fait nos propres développements pour pouvoir modéliser sur plusieurs centaines de kilomètres des tunnels, du viaduc, voilà, car les outils sur le marché ne nous permettaient pas de gérer des modèles de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. On a d'un côté des données de la maquette numérique, et on a aussi une plateforme, un système d'information géographique. Il y a des données SIG qu'on doit devoir compiler ou en tout cas faire vivre avec des données techniques structurées. Oui. Effectivement, le deuxième écueil, c'est que quiconque dans le secteur du ferroviaire connaît le gisement de données, en fait, on va dire historique, c'est celui des données SIG. Et le fait de travailler, de modéliser des ouvrages sur plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, en fait, nous avions à interfacer des jeux de données, on va dire, historiques ou classiques, issus du SIG et ceux du BIM. Donc un des premiers écueils que l'on a voulu dépasser, c'est celui de la convergence des données BIM et SIG. Et pour vous donner un exemple très concret sur le Grand Paris, où nous avons plutôt un réseau qui est souterrain, donc avec des tunnels qui sont modélisés en BIM. Le contexte que nous avions à articuler, c'était le contexte de la donnée géotechnique, maquette 3D géotechnique, issue de données SIG, avec un modèle BIM qui, lui, était créé et modélisé donc, en BIM. Donc très concrètement, pour aller jusqu'au bout de ce point qui est très important pour nous, c'est quand on a par exemple un modèle de tunnel avec une finesse de représentation au voussoir et que l'on sait l'avancement du tunnelier, donc la pose de ses voussoirs, jour par jour, semaine par semaine, on sait contextualiser finalement le volume des terres excavées en lien avec l'avancée du tunnelier. Et de fait, on connaît les quantités et la nature des volumes excavés, ce qui est extrêmement précieux pour notre maître d'ouvrage, la Société du Grand Paris, dans la mesure où on a un volume de déblais et une filière de gestion des déblais qui est un vrai sujet en Île-de-France. Voilà. D'ailleurs, nous reviendrons plus tard sur les bénéfices apportés par le BIM, dans le cadre des exemples que nous allons projeter sur les écrans. Mais la spécificité aussi donc, de ce BIM infrastructure, c'est qu'il faut être capable de standardiser les échanges d'informations. Et là, je vais demander à M. Bouler ou M. Joindeau d'en parler. Où en est-on sur la norme commune qui est en ce moment d'être mise en place au niveau des IFC Rails? Alors en fait, je vais prendre la parole. Je ne suis pas ni M. Bouler ni M. Joindeau, je suis M. Keller. Je vais lancer le débat avec eux. En fait, toute personne qui a travaillé sur un projet de transport guidé, projet ferroviaire, a pu se rendre compte qu'il y a une multiplicité d'acteurs phénoménales, comme disait Sylvie, et qui ne se comprennent pas très bien. Ils ne se comprennent pas sur deux aspects. Chacun a ses propres exigences, qui formule à sa manière, avec ses objectifs, et qui doit transmettre à d'autres acteurs. Donc je prends le cas d'un architecte, si je reviens un peu au cas du Grand Paris Express. Un architecte, lui, va devoir gérer la maximisation de l'emploi et la valorisation d'une gare
pour le bien du public, pour le développement durable, pour l'interconnexion avec le quartier. À l'inverse, le maître d'œuvre système, lui, va vouloir faire en sorte que le système de transport fonctionne le mieux possible, que ces locaux techniques qui sont dans les gares soient les plus faciles à exploiter, qu'on facilite le remplacement de pièces, etc. Donc et que tous les matériels soient les mêmes sur toute la ligne de métro. Et le maître d'œuvre infrastructure, lui, va vouloir réduire les coûts, parce que l'infrastructure, c'est le poste de coût le plus important pour un ouvrage souterrain. Et donc, on va essayer de réduire la taille des ouvrages souterrains. Donc, tous ces gens-là ont des objectifs différents et ont un vocabulaire différent. Donc, la maquette numérique permet, avec un langage commun, de transmettre les informations. Et pour qu'on se comprenne bien, en fait, il faut que les données qui soient dans la maquette numérique utilisent un langage qui soit reconnu par tout le monde. C'est pour ça qu'en mixant cette analyse avec le fait que chacun a ses propres outils et que chacun doit pouvoir utiliser ses propres outils, il faut créer des langages interopérables, c'est-à-dire que la maquette numérique puisse être utilisée dans différents outils différents et qu'il n'y ait pas de faute d'interprétation du logiciel, du contenu de la maquette numérique. C'est pour ça que dans le bâtiment, il existe les IFC depuis 10 ou 20 ans, qui sont utilisés avec une rigueur plus ou moins grande dans le domaine du bâtiment. Mais les IFC n'existent pas pour le domaine des infrastructures linéaires. Pas encore. Ça n'existe pas pour les routes. Ça commence à exister pour les ponts. Ça n'existe pas pour le rail. Et ça n'existe pas pour les tunnels. Donc actuellement, il y a une initiative au niveau international pour étendre les IFC au domaine des infrastructures linéaires, avec une initiative qui est portée par Building Smart International, mais qui est financée pour le tiers par la France, par exemple, pour les IFC rail, à la fois par SNCF Réseau et par Mine, qui est un projet qui rassemble des acteurs. Donc l'objectif, c'est définir un vocabulaire métier commun pour tout ce qui est infrastructure linéaire, notamment appliqué au ferroviaire, et le traduire en notions informatiques, on va dire, qui soient non ambiguës. Donc on met un mot, un concept métier, et en face, on met un terme informatique compris par les logiciels. Et à partir de ça, on peut construire des maquettes numériques que tout logiciel va comprendre et que tout acteur métier va comprendre parce qu'on aura des définitions justes. Ça, c'est un point clé pour que toutes les productions de maquettes numériques, qui étaient encore beaucoup de la 3D, passent dans le monde de la base de données, qui puissent vivre un cycle de vie complet du début du projet jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au démantèlement. Bon, je vois qu'il faut se battre pour prendre la parole. Est-ce que messieurs Joindo et Boulère avaient des choses à rajouter? J'ai pas forcément grand-chose à rajouter parce que tout a quasiment été dit, mais enfin, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des modèles de données qui soient communs, qui soient non propriétaires, qui nous permettent d'utiliser différents logiciels et différentes plateformes logicielles. Parce que suivant ce qu'on fait, suivant effectivement qu'on fait un ouvrage linéaire, un ouvrage qui l'est pas, etc., on ne va pas utiliser les mêmes outils. Et donc il faut pouvoir naviguer entre ces différents outils et les utiliser en commun. Donc ça nécessite d'avoir un modèle qui est ouvert et qui n'est pas propriétaire. Et comme vous l'avez dit, qui soit interopérable. Et je rajouterai un petit peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est je vois qu'on passe vraiment dans le monde du BIM, de données utilisées pour décrire des objets physiques vers également la description de fonctions logiques. C'est-à-dire que tout le travail que nous sommes en train de faire autour de la continuité numérique dans le domaine de la signalisation, conceptuellement, on le rattache à notre démarche BIM. Ça veut dire qu'on ne décrit pas juste des objets statiques, on décrit également des interactions entre objets, des actionneurs d'objets et de la logique derrière. Donc, et ça nécessite vraiment d'avoir des choses qui sont non ambiguës et uniques. Ça va être assez dur de rajouter quelque chose. Simplement, dans la notion de BIM, on va l'étendre jusqu'à son plus haut niveau, qui est quand même le but, après de l'avoir construit, de le gérer, de faire du gestion de l'actif. Pour l'instant, on en démarre, on commence un peu à le penser. Mais quand on construit une infrastructure, une route ou n'importe un bâtiment, la phase, l'étude, 1 ou 2 ans, construction 1 an, et après, il y a 20, 30 ans. Et il faut penser à ces 20-30 ans. Et donc, d'où l'importance, comme le disait Vincent, c'est de vraiment bien structurer la donnée et bien la choisir pour que tout
long de sa vie, donc les 20 ans après ou les 30 ans, on puisse l'utiliser, s'appuyer dessus pour maintenir et avoir le bâtiment ou l'objet ou l'actif à sa meilleure performance. Merci. Donc 20 minutes n'était pas trop pour introduire cette notion de BIM. Maintenant, on va attaquer des exemples concrets, des exemples qui concernent le déploiement le Grand Paris Express. Je vais donner la parole à M. Gutt, en tant que représentant d'Arcadis, qui, je le dis, est assistant à maîtrise d'ouvrage général auprès du maître d'ouvrage SGP. Effectivement, donc on est assistant à maître d'ouvrage et il y a un nouveau rôle qui est apparu et que vous allez croiser de plus en plus souvent, c'est l'AMO BIM. Parce qu'on a la chance, effectivement, sur le Grand Paris Express, d'avoir un client qui a lancé une démarche 100% BIM. Et du coup, le rôle de l'assistant maîtrise d'ouvrage, notamment BIM, c'est de l'aider à définir sa stratégie et également à rédiger les premières pièces, les premières spécifications qui serviront au maître d'œuvre à bâtir un ensemble de données et des maquettes qui sont globalement cohérentes. Donc je pense qu'il faut quand même saluer la Société du Grand Paris. Alors dans le cadre d'une initiative quand même qui pousse à l'innovation dans le cadre de ce projet. Alors c'est quand même le plus grand projet d'Europe, le 3e ou le 4e plus grand projet dans le monde. Et d'emblée, il a décidé de partir en BIM. Pourquoi partir en BIM ? Il y a plusieurs volets dans cette volonté. C'est aussi de donner un petit coup de pied dans la fourmilière en disant, en France, peut-être qu'on n'avance pas assez vite par rapport à d'autres pays. Et là, c'est le bon moyen de forcer tout le monde, tous les acteurs, alors que ce soit les ingénieries, que ce soit les constructeurs, les équipementiers, voilà, tous les acteurs de la construction, je vais dire vulgairement, à se bouger et à enfin y aller. Le BIM n'a pas encore de caractère obligatoire, contrairement à d'autres pays. Et là, c'était une bonne occasion. Et voilà. Et ensuite, le but plus opérationnel, c'est déjà pendant les phases de conception et les phases de réalisation, ça a été évoqué par M. Béal, c'est de sécuriser la conception. Parce que c'est 200 km, il y a 37 agences d'architecture qui travaillent dessus, les ingénieries, je ne les ai pas comptées, 68 gares à traiter. Donc on voit que ça fait beaucoup de données et beaucoup de possibilités de ne pas trop savoir où on va. Et la démarche BIM engagée sur ce projet aide à structurer tout ça. Et le deuxième point très important, c'est la vision à très long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, l'objectif, c'est d'avoir une gestion, une maintenance qui soit assistée par ordinateur, comme on dit. Donc c'est un petit peu désuet, mais c'est déjà de penser, on construit une énorme infrastructure, et on la veut tout de suite numérique à un certain terme. Alors il y a des ouvrages qui seront terminés a priori en 2030, mais c'est d'avoir cette donnée qui est là, ces maquettes qui sont là, pour que derrière, les exploitants puissent l'exploiter. Donc voilà, alors on est en phase conception, les ingénieurs phosphore. On va voir un exemple tout de suite de cas, c'est la maîtrise d'œuvre donc de Sistra pour le centre de maintenance de Vitry. Il y a beaucoup d'informations. Madame Cassan, un petit problème.
Est-ce que ça... Oui, voilà. Donc, effectivement, il est assez dense. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est peut-être trois points principaux. D'abord, c'est un site de maintenance de l'infrastructure. Donc, comme vous l'avez vu, il y a autant de bâtiments, sinon peut-être plus d'infrastructures donc dans ce projet, avec une problématique d'extrême compacité en site urbain. Donc, le fait que tous les métiers travaillent ensemble avait permis déjà de gérer cette gestion d'une emprise en situation urbaine avec des contraintes fortes. Mais fondamentalement, là où je voudrais mettre l'accent, c'est sur 3 points. À travers la conception et la structuration de notre modèle, en fait, on s'est déjà mis dans une optique du chantier virtuel avant le chantier réel. Et donc, toute notre modélisation et notre logique de modélisation que vous avez vu en début de film correspond à finalement ce travail de couche que vous avez vu au démarrage. Il y a un deuxième point qui a été très important sur cette partie du réseau. Le site de maintenance sera géré et utilisé par RATP-GI, donc est le gestionnaire de l'infrastructure qui est déjà mainteneur identifié et désigné. Donc ce travail de modélisation, ce déploiement du BIM sur cet ouvrage a permis au maître d'ouvrage, qui est la Société du Grand Paris, d'impliquer le mainteneur au plus tôt, ce qui signifie que non seulement il a eu un avis sur la conception, mais avec éventuellement des mises au point qui ont été faites lors des revues de projet. Donc on a fait des revues de projet sur la base de la maquette, ce qui est un des rares cas aujourd'hui du Grand Paris. C'est un projet qu'on a démarré en 2014. Donc du coup, en 2019, on a, je dirais, 5 ans de recul sur ce projet, cette mise au point. Et fondamentalement, on a démarré à l'AVP, ce qui signifie qu'au plus tôt des études de conception, avant même d'ailleurs qu'on ait des directives de la part de la Société du Grand Paris sur la structuration de la maquette, donc on était un petit peu en avance de phase sur ces sujets-là. Mais au fil de l'eau et au fil des phases, on a enrichi la maquette de données qui vont être utiles aux mainteneurs et à l'exploitant futur. Voilà, donc c'est vraiment cette notion d'insistance à nouveau sur la donnée et sur la structuration plutôt de cette donnée, cet enrichissement au fil de l'eau que je souhaitais mettre en avant via cette petite vidéo. Et qui nous permet effectivement de continuer sur un peu les bénéfices qu'apporte le BIM, parce que là vous avez parlé, mais il y a également l'extraction de quantitatifs, il y a la gestion des conflits, mais on peut en faire un tour de table à ce niveau-là. Gestion des conflits, c'est très intéressant à cette phase de conception. Oui, alors si je peux me permettre, là sur les 2 exemples qui étaient cités, j'irai très vite. Effectivement, on est en mode ingénierie concourante, vous l'avez vu pour la gestion des conflits. Ce qui a été aussi une initiative, vous parlez des quantitatifs, qui est un cas d'usage en particulier, là où on est allé plus loin, et ça va dans le sens de la continuité de l'information entre les acteurs. C'est qu'on a du coup injecté dans la maquette l'ensemble des références du CCTP, ce qui signifie qu'au moment où on place la maquette comme une des données d'entrée des groupements qui vont répondre donc, pour les travaux, ils ont une lecture qui est complètement, je dirais, claire, à la fois d'une maquette qui est livrable extrêmement visuelle et également pour chaque objet, l'ensemble des prescriptions techniques qui sont attachées. Et donc ça a signifié un travail non seulement de réécriture finalement du CCTP, pour être dans nos CCTP classiques, qui n'étaient pas forcément dans cette logique, et du coup de les remettre dans une logique objet. Le but étant de transmettre à des constructeurs et du coup l'information la plus claire, la plus facilement appropriable. Donc on est vraiment on s'inscrit dans une continuité de la chaîne des acteurs avec cette démarche-là. Oui, Monsieur Keller, tous les acteurs y trouvent leur compte, finalement. Alors, on espère que tous les acteurs veulent y trouver leur compte. Ce qu'on a mis en place, nous, sur la licence du Grand Paris Express, pour que tous les acteurs aient l'impression d'avoir leur compte, c'est une plateforme BIM, en fait. Une plateforme BIM qui permet à tout le monde d'accéder facilement à la maquette numérique qui est assemblée, donc la dernière maquette à jour. C'est une plateforme qui permet d'accéder facilement au web. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit sur le PC. Il suffit d'avoir un PC, la 4G, voire même son téléphone portable. L'idée est de dire on va faciliter l'accès à l'information de la maquette numérique à travers la maquette numérique.
Et c'est une véritable révolution en fait dans nos pratiques. Pratiques de l'ingénierie, c'est pas forcément le monde de la transparence. Et les pratiques de la construction en général, c'est pas forcément le règne de la transparence. On essaye de faire des beaux livrables, mais dans nos beaux livrables, on voit pas forcément les défauts, ce qui manque, enfin surtout le reste à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? Dans la maquette numérique, eh ben, on ne peut pas tricher, c'est-à-dire que l'état d'avancement de la conception, il est comme il est, et on voit qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et en fait, c'est plutôt bénéfique. L'idée, c'est le travail de l'ingénierie, le travail de la conception, c'est justement de petit à petit résoudre tous les problèmes. On sait bien qu'au début d'une étude, il y a plein de problèmes à résoudre, puis petit à petit, on les résout un par un. Donc la valeur ajoutée de la maquette numérique, c'est mettre en avant de façon commune tout l'état d'avancement des études, toutes les imperfections, et donc en tirer une liste de tâches. Et donc les plateformes BIM qu'on utilise, alors nous on en utilise une, il y en a d'autres, permettent justement de gérer ces tâches de reste à faire, donc gérer les tâches issues de la synthèse et facilement collaborer. Donc on remplace Outlook, qui est très utilisé par tout le monde, mais qui n'est pas un outil BIM. Outlook, mettez à la poubelle quand vous faites du BIM. L'idée, c'est d'utiliser une plateforme où on va à la fois dialoguer autour de sujets techniques et voir le sujet dans son environnement 3D, 2D, comme on veut. Mais du coup, ça contextualise et ça fait résoudre, quand on a X spécialistes qui ne parlent pas le même langage, plutôt que de s'écrire des phrases, quand on voit dans la maquette numérique un problème, ça va beaucoup plus vite à prendre une décision. Donc ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est le BIM au bénéfice de tous les acteurs, puisque chaque projeteur, ingénieur, architecte, maître d'ouvrage, AMO, constructeur, si on veut que la démarche prenne dans un projet, il faut que tout le monde y trouve un bénéfice, en particulier dans cette phase de transition. Alors je pense que c'est le moment de montrer la vidéo. C'est ce qu'on a voulu dire un peu de façon un peu ludique dans une vidéo pour montrer le bénéfice de tous les acteurs. D'accord, on va voir un petit peu le tour de force qu'a réalisé Egis, parce que vous avez modélisé complètement toutes les structures de la ligne 16. Alors sur la ligne 16, on n'a pas modélisé que les structures, on a modélisé 9 gares, 34 ouvrages annexes. On a commencé à modéliser le tunnel qui n'était pas forcément une pratique courante et qui fait encore un débat, mais en fait, je le dis à tout le monde, on peut modéliser un tunnel. C'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir gérer en phase construction un certain nombre d'interfaces. Dans un projet tel que le Grand Paris Express, ce qu'il faut absolument éviter, et pour la ligne 16 en particulier, puisqu'elle doit être prête pour les JO de 2024, c'est la seule qui doit être prête pour les JO, il faut éviter de perdre du temps. Et donc, on a plein de petits problèmes qu'on va pouvoir anticiper en regardant de près la maquette numérique avant de se lancer dans les travaux. C'est quelques semaines de perte de temps qu'on va supprimer pour être rendez-vous au JO, parce qu'on n'a pas beaucoup de marge en planning. Donc, il faut s'outiller au maximum pour être au rendez-vous. Le BIM, c'est quoi? Le BIM, c'est d'abord pouvoir partager une base de données commune entre différents acteurs métiers. La stratégie pour Egis a été de modéliser l'ensemble du projet en 3D et en maquette BIM, aussi bien les gares, les ouvrages, le tunnel et surtout les équipements, en rassemblant l'ensemble des spécialistes autour de la maquette numérique. Oui, le BIM, non seulement ça facilite la collaboration, donc ça facilite la rapidité de travail en conception, la compréhension et le partage de ce qu'on est en train de faire. Ça va nous permettre de faire des économies. Softwares ask us to make sure that actually things are processable. What BIMs help me to do every day is to connect things together. It helps us to clarify and fluidify the processes. It talks to everyone. Le fait d'avoir directement une maquette numérique permet de trouver des solutions à des problèmes concrets, d'expérimenter de manière formelle des nouvelles pistes, directement être en immersion dans le projet, quasiment dès les premiers coups de crayon numériques. C'est inconcevable de revenir en arrière. Là où on a vraiment apporté une énorme plus-value sur la ligne 16, c'est dans la réalisation et la répartition des systèmes, où Egis a apporté sa patte métier et nous on a apporté notre patte technologique.
Le BIM, aujourd'hui, il donne une dimension en plus au travail que j'avais avant. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir un tunnel dans lequel tous les éléments ponctuels vont avoir un numéro d'identité. On saura exactement quel objet on installe à quel endroit. Sur un projet aussi complexe que le Grand Paris Express, 200 km de métro, 68 gares, il est juste indispensable d'utiliser une méthodologie telle que le BIM. C'est bien sûr le futur, mais c'est déjà le présent grâce à Aegis sur notre projet. Le BIM sera aussi un outil pour l'exploitant et le mainteneur pour garantir la fiabilité, la performance et la disponibilité de son système de transport. Donc je pense que les gens font un effort pour s'y mettre, mais ils trouvent très vite un grand intérêt. And it focused more and more on bringing new knowledge to the clients. And this is why actually clients tell us Aegis makes things possible. Monsieur Keller voulait rajouter des choses sur cette vidéo, excellente d'ailleurs. Je félicite le monteur. Que ça a marché en fait, c'est-à-dire que chacun a trouvé un petit bout de compte malgré en fait contract. Il faut savoir que nous, le BIM, c'était pas dans notre contrat, maîtrise d'œuvre infrastructure au départ, puisque notre appel d'offres était passé en 2013, donc c'était pas encore dans les tablettes de la Société du Grand Paris. Mais on a voulu faire le BIM et on a entraîné tous nos partenaires. On a quand même 7 architectes, alors 3 partenaires architectes dans l'emblématique et 4 architectes dans le groupement. Et on a embarqué les gens parce que c'était le sens de l'histoire, quoi. Donc les gens ont investi, se sont investis à leur propre bénéfice et au bénéfice du projet et du groupement. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre sachant que la priorité numéro 1, c'est de réussir le projet. Le BIM est un sous-objectif, mais normalement, faire du BIM va aider à réussir le projet. Ce qui a été intéressant aussi dans cette vidéo, c'est l'immersion. On est vraiment immergé dans le projet. Et ça me permet de faire une transition avec Monsieur Gutt, qui va nous parler d'un outil qu'a développé Arcadis. Donc c'est R3D Sim, si je ne m'abuse. Petite vidéo avant ou après? Quelques mots avant, oui. Donc, le BIM mène à tout, même aux jeux vidéo. Donc, ce qu'on va voir, c'est une vidéo assez courte, fait une minute. En fait, en cas d'usage, on peut dire qu'en macro-cas, on a la visualisation et la simulation. Et donc, la vidéo que vous allez voir, en fait, simule ce que voit un conducteur de train depuis sa cabine. Et donc, effectivement, quand vous avez de la donnée, quand vous avez une maquette BIM qui existe, c'est dommage de ne pas en profiter pour voir si, pendant des phases de chantier, il n'y a pas un obstacle qui empêche la visualisation des signalisations, ou bien s'il n'y a pas des objets qui, par mégarde, rentreraient dans les gabarits à dégager. Et donc c'est l'objet de cet outil qui est basé sur le moteur de jeu Unify, mais qui permet, on peut l'arrêter à tout instant, et on peut, si on le souhaite, déplacer la signalisation si on se rend compte qu'à certains moments, on ne la voit pas correctement. Voilà, donc c'est encore en développement, donc c'est un petit peu brut, mais vous voyez ce qu'on arrive quand même à faire sur la base de données, de maquettes, de manière un peu plus ludique, on va dire. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir pendant la vidéo. Voilà, donc une vue depuis la cabine. Alors on peut choisir différents types de locomotives. Une vue d'ensemble du projet pour voir où on se situe dans le contexte. Donc ça a été développé par Arcadis Hollande, si jamais vous reconnaissez certaines stations. Voilà, on peut donc regarder si, lors de la circulation du train, dans le cadre du projet, on n'a pas d'obstacle. C'est le gabarit, là. Travaille sur le gabarit. Oui, travaille sur le gabarit. Voilà, et enfin la visibilité où, à partir de la vue cabine, déjà, on peut se rendre compte de certaines choses. Alors dans le jeu vidéo, on peut changer la vitesse du train aussi, pour se rendre compte vraiment de ce qu'on voit. Et après, il y a des pièces utilitaires qui permettent de pointer la signalisation et de vérifier si on n'intercepte pas des supports de caténaire ou d'autres choses. Et après, à l'aide d'un petit clavier, on peut s'amuser à déplacer les signaux, et ainsi, voilà, c'est la conception directe, c'est-à-dire qu'on peut interagir directement dans le moteur sans forcément revenir au projet de départ et relancer la simulation.
tout de suite, nous allons parler du projet EOL avec SNCF Réseau et Systra. Et tout l'intérêt d'avoir, encore une fois, la possibilité de travailler avec un mainteneur en amont d'un projet. Hein. Donc là, on a sauté la phase construction, on est déjà gestion, exploitation et maintenance. Oui, je vais parler en même temps que la vidéo, ça sera plus simple. Donc effectivement, sur le projet EOL, qui est l'autre grand projet en Île-de-France, avec, pour vous donner là un ordre de grandeur, 100 km, la moitié en extension du réseau existant et donc la première moitié existante modernisée. Donc là aussi, l'objectif, c'est d'embarquer l'ensemble de l'écosystème, des acteurs, ingénieristes, constructeurs, qui sont déjà en place. Donc effectivement, c'est tout un travail avec la maîtrise d'ouvrage, de corpus documentaire, pour pouvoir définir ces exigences, la manière dont ça se décline opérationnellement. Mais là où je voudrais mettre l'accent sur l'originalité de la démarche sur EOL, que nous conduisons avec SNCF Réseau, c'est le fait de structurer et de définir avec les équipes de mainteneurs et d'exploitants finalement ce que sera d'une part le DOE numérique avec l'ensemble des informations du DOE, on va dire classique à l'ancienne, tel que tout le monde le connaît, mais aussi de DIO. Et en fait d'avoir une donnée immédiatement utile aux mainteneurs, avec assorti des maquettes telles que construites. Et l'autre volet du travail que nous menons, c'est également le fait de définir ce que va être la fameuse maquette d'exploitation, qui est donc là avec un prisme d'exploitants et de mainteneurs. Et donc c'est la juste donnée nécessaire pour le mainteneur. Donc entre les deux exemples que je vous ai partagés, à savoir le site de maintenance de Vitry, où on est à travailler sur la maintenabilité, qui est un premier aspect du point de vue du mainteneur, là nous nous retrouvons dans le cadre du projet EOL à aller encore plus loin, c'est-à-dire structurer 6 ans avant la mise en service, finalement, ce que va être cette donnée utile aux mainteneurs et que les ingénieries et les constructeurs vont traduire et vont produire dans le cadre de maquettes d'exploitation. Voilà, et du DOE numérique d'une part et de la maquette d'exploitation. Donc c'est vraiment l'originalité et c'est un projet pionnier pour SNCF Réseau. Donc je pense qu'il sera développé plus amplement puisque c'est un cas concret qui vient aussi illustrer finalement ce dont parlait Vincent Keller tout à l'heure, à savoir tout le travail de standardisation qui est aujourd'hui une structuration de la donnée à grande échelle, à l'échelle mondiale, en fait, hein, pour qu'on s'entende tous sur des terminologies, une architecture, des arborescences, des métadonnées associées. Et là, c'est un exemple concret sur 100 km et avec, je dirais, un butoir opérationnel qui est la mise en service. Donc, voilà, on est sous la pression de l'opérationnel et on espère bien tenir ce délai-là. Dossier des ouvrages exécutés numériques, une sorte de carnet de santé où j'aurai toutes les informations pour le mainteneur, donc le lien direct avec SNCF Réseau. Aujourd'hui, dans le cadre de votre programme haute performance, une des facettes de ce programme, c'est la constitution d'un jumeau numérique, un avatar virtuel du réseau physique RFN. Monsieur Joindeau, c'est à vous. Oui, alors le jumeau numérique, ça fait tout de suite le grand concept dont on peut se demander ce qu'il y a derrière. Enfin, moi, ce que je dirais, c'est que on a deux convictions. La première, c'est que le BIM et la continuité numérique, on ne gagnera que si elle s'étend sur l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure et les gains qu'on va avoir seront majoritairement dans... je dirais, ce qui est au-delà de la conception et de la construction. Je vais parler des tests et essais et ensuite de la maintenance et des modifications de l'infrastructure. Et la deuxième conviction, c'est qu'on fera un projet qui a du sens pour les 55 000 collaborateurs de SNCF Réseau que si ça embarque l'ensemble des métiers et si ce n'est pas juste le projet de l'ingénierie qui conçoit dans son coin. Je dirais juste, il y a quand même un petit point d'attention, hein, c'est que... le BIM, c'est du coup l'un des nombreux projets où on nous dit
mais il faut dépenser plus en phase construction et conception pour gagner beaucoup après. Alors ça, c'est très séduisant. Le problème, c'est qu'on est plutôt cadré sur les investissements à l'instant T et qu'il faut donc faire attention à ce que le BIM ne soit pas juste le permis de dépenser plus sur les projets et de faire que la conception soit plus chère, parce que de toute façon, ensuite, ça coûtera moins cher en maintenance. Il y a quand même un vrai enjeu de faire quelque chose qui soit systématiquement à coût optimisé et adapté aux besoins. Mais concrètement, ce jumeau numérique, qui va vous servir à quoi? Vous allez gagner quel gain? Alors, quel gain? D'abord, un gain sur la maintenance, c'est-à-dire la capacité d'avoir une vision ou une connaissance en temps réel de l'état d'un certain nombre de composants pour aller vers plus de maintenance prédictive. Alors ça, on est déjà dans la phase suivante où on a de la donnée qui est remontée du terrain vers le modèle. Des gains dans toutes les phases de modification des installations, puisqu'une fois qu'on aura notre dossier d'ouvrage exécuté numérique, lorsqu'on mènera un projet de modification, on espère pouvoir repartir de cette donnée-là et donc éliminer toutes les phases de réacquisition de données et de se repayer la lecture des plans. Oui. On espère gagner sur toutes les phases de test et essai, alors principalement en signalisation, où on veut implémenter de nouveaux produits de signalisation, où on fasse beaucoup plus de tests en plateforme, où on utilise des concepts dits de preuves formelles pour faire une très grande partie des essais de sécurité avant le basculage et la mise en service des installations. Ça aussi, c'est lié à la question de la continuité numérique. Et puis, une amélioration et une optimisation d'un certain nombre de process de maintenance. Alors, je vais citer un exemple. On est en train de numériser l'ensemble de notre réseau, puisqu'à partir de la fin de cette année, on aura 3 engins qui vont faire des relevés 3D de l'ensemble du réseau régulièrement. Ça va nous permettre d'avoir une vision très régulière du profil de ballast exact sur la voie et donc de mieux cibler les zones où on devra rajouter du ballast avant les tournées de conformité, avant la saison chaude. Donc ça devrait nous permettre d'avoir un processus de gestion des profils de ballast sur le réseau qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui, où on a des estimations qui sont à l'aune de ce que c'est réellement mesuré, qui sont souvent un petit peu plus l'appréciation des acteurs du terrain qu'une mesure beaucoup plus fine. Donc voilà un petit peu l'ensemble des sujets sur lesquels on espère. Comment est généré ce jumeau? C'est des données LIDAR, c'est des données par drone, Alors il y a tout un tas de données. Il y a effectivement des données LIDAR qui amènent, je dirais, une vision topographique du réseau. L'extraction d'un certain nombre d'objets à partir de cette base de données-là, tout ce qui ressort des études de conception, avec toute la modélisation fonctionnelle du système, et puis également la récupération de données aujourd'hui existantes. Parce qu'en fait, si on prend un petit peu de recul, le jumeau numérique, le jumeau du réseau, il existe déjà, sauf qu'il est dans des plans papier. Il n'est pas numérique, mais il existe déjà. Il est dans des plans papier et il est parfois dans des bases de données numériques. Simplement, elles sont éparpillées, elles ne sont pas connectées, elles ne sont pas structurées, il y a du champ texte libre, etc. etc. Donc, on ne recommence pas tout de zéro. Hein. On récupère aussi un certain nombre de choses qui existent déjà et simplement qu'on va structurer, connecter et mettre dans la base de données unique. Et la livraison du premier prototype opérationnel, vous avez une date en tête? Grosso modo, on a un projet qui focalise un petit peu toutes ces innovations-là, qui est Marseille-Vintimille, sur lequel on doit basculer l'ensemble de la signalisation en ERTMS à horizon 2024. Mais tout ne va pas commencer là et tout ne va pas se terminer là. Donc je dirais à partir des années 2024-2025, on va commencer à avoir quelque chose de vraiment structuré. Par contre, il y a des usages métiers qui arrivent dès aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on a eu la première tournée de maintenance de fibre optique sur le terrain avec des tablettes connectées directement aux bases de données de description du patrimoine et permettant aux gens qui ont fait la tournée d'interagir en direct avec le modèle de données et de corriger le modèle de données
la description du patrimoine de câbles de fibre optique dans notre système. Donc on a déjà des usages métiers qui commencent à arriver aujourd'hui. Donc ce jumeau numérique, il doit vivre, il doit être, comme je disais en introduction, il doit être capable d'évoluer en fonction des données récupérées sur le terrain. Et c'est là que je vais faire intervenir Monsieur Bouler, de la société Voslo, qui propose des solutions depuis quelques années, des solutions digitales, en particulier des plateformes et des capteurs connectés, pour justement faire remonter du terrain ces informations, voire les pré-traiter sur le terrain et dans l'autre sens, être capable de les diriger depuis le cloud. Une petite vidéo comme introduction. Voilà, donc nouvelle génération de capteurs IoT, nouvelle plateforme de surveillance préventive des équipements ferroviaires. Monsieur Bouler, c'est à vous. Voilà. Donc depuis quelques années, disons plus d'une dizaine d'années, en fait, Voslo est un industriel qui fabrique des appareils de voix. Et on a changé un peu de vision en disant on ne fournit plus pas que des appareils de voix, mais on va tout de suite essayer d'intégrer la notion d'exploitant, la maintenance en conditions opérationnelles, et cela dès la conception de l'appareil de voix. Donc, ce qui nous a amené à équiper, instrumenter nos appareils de voix par des différents types de capteurs afin de les monitorer et de savoir ce qui se passe en temps réel, afin premièrement de pouvoir déclencher rapidement des actions s'il y a quelque chose qui se passe.
Deuxièmement, de pouvoir faire des modèles d'action préventive, c'est-à-dire avec les données qui nous remontent du terrain, on va pouvoir calquer sur des modèles, dire voilà, il serait bien que dans 6 mois, 1 an, il va falloir changer ces pièces, augmenter la maintenance parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se passent en fonction du trafic qui change. Et en même temps, par rapport à ces informations qui nous remontent du terrain, de nos capteurs qu'on met dessus, de pouvoir faire des modèles préventifs, c'est-à-dire prédire dans 2 ans, 3 ans, 6 ans, voilà, il va falloir changer ou remplacer ces pièces-là. Et ce qui permet pour les exploitants derrière de pouvoir faire un planning à 2-3 ans et de mieux gérer l'infrastructure et dire sur cet appareil à grand trafic, on va augmenter la maintenance. Et sur celui-là où il y a vraiment moins de trafic, on va pouvoir la réduire, mais tout en gardant le contrôle de l'appareil et de la maintenance en conditions opérationnelles. Ce qui veut dire l'ouverture de la voie au trafic. Voilà, donc par rapport à ça, nous avons développé, donc, comme je disais, quelques outils avec des interfaces, on peut dire web, où le manager de l'exploitant peut voir ce qui se passe en temps réel, et en même temps, des outils d'aide à la maintenance, parce que les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Interconnectés, il y a de l'hydraulique, d'électronique, de la mécanique, et trouver une personne ou 3 personnes qui peuvent intervenir en même temps, qui a les 3 compétences, ça ne se trouve pas partout. Donc nous avons développé des outils à travers le jumeau numérique qui vont aider l'opérateur sur place à identifier déjà le bon appareil, savoir toute la traçabilité d'où il vient, quelles sont les interventions qui étaient venues avant, et de pouvoir faire les bonnes actions dessus à travers le jumeau numérique. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour des éventuelles questions. Bonjour, donc Nicolas Demant, Société Pandrol. J'avais une question qui concernait justement ce qu'a dit monsieur de chez Boslo. Monsieur Boulaire. Monsieur Boulaire. En fait, on a parlé énormément tout au début, pendant la phase de création, d'avoir toutes les ingénieries, tout le monde qui travaille ensemble sur le même modèle, pour que tout le monde y gagne. Et c'est vrai que ça doit marcher comme ça. Maintenant, il y en a de plus d'entreprises, que ce soit au niveau des attaches, des rails, des appareils de voie, qui proposent leurs propres solutions d'appareils connectés. Comment est-ce qu'en étant exploitant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces données? Est-ce qu'on va aller voir le cloud de chacun pour voir les informations, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une remontée? Comment est-ce que vous gérez ça? Alors nous installons ces appareils et nous les transmettons à l'exploitant. Et après, soit ça passe par l'exploitant, généralement c'est l'exploitant qui gère les données, quoi. Voilà, donc nous on leur fournit, soit c'est une offre, on leur fournit une prestation derrière, ou soit c'est l'exploitant qui le traite lui-même. Voilà, donc l'ouverture, c'est des données qui appartiennent à l'exploitant. Merci pour ces informations. Après, ma question était vraiment justement d'un point de vue d'exploitation, ou plutôt de vos clients qui viennent se connecter sur votre cloud. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour intégrer ces données dans leur modèle numérique à eux, pour ne pas avoir besoin d'aller chercher chaque information chez chaque fournisseur? Je pense que le modèle qu'on déploie, c'est plutôt on achète des capteurs et les capteurs remontent les données vers notre cloud. Pour l'instant, c'est plutôt le modèle dans lequel on est. Hein. C'est le modèle habituel d'ailleurs. Ouais, oui. D'autres questions? Oui, bonjour, je reviens sur les IFCR. À quel horizon on pense avoir ces bibliothèques? Alors actuellement, il y a plusieurs projets qui existent sur le développement du BIM dans les infrastructures, dont le projet IFC-Rail, qui est un énorme projet de 6 millions d'euros en fait, qui est en cours, qui a pour objectif de définir des spécifications à fin 2019 pour les intégrer dans une version 5 des IFC à horizon 2020-2021. Enfin, l'objectif c'est 2020. Il faut savoir que les Chinois sont très intéressés par les IFC, donc ils ont beaucoup de moyens, ils mettent beaucoup de moyens, la France aussi met beaucoup de moyens, l'Europe en général met beaucoup de moyens. Mais pour faire un projet ferroviaire, on n'a pas besoin que de spécifications dans le domaine du rail, on a besoin de spécifications dans le domaine routier, parce qu'un projet ferroviaire c'est du routier, c'est de l'assainissement, c'est aussi des ponts, des tunnels, etc. Et donc ça fait partie de la feuille de route pour les IFC et IFC 5, donc à horizon 2020, d'introduire les spécifications nécessaires pour faire un projet en conception et en construction ferroviaire. Alors ça, c'est des spécifications
de Building Smart International aux vendeurs de logiciels. Ensuite, il faudra que les éditeurs de logiciels implémentent dans leurs propres outils la compatibilité avec les IFC. Donc ça veut dire que probablement que les outils compatibles IFC 5 ne seront disponibles qu'en 2021. Voilà. Voilà, donc comme disait Vincent, nous sommes au niveau Smart Building International. Nous terminons ce qu'on appelle les data dictionary, de définir tous les paramètres des modèles pour ces bibliothèques-là. Nous sommes en train de définir ce qu'on appelle les use cases, les cas d'emploi, pour pouvoir faire des tests. Et donc là, on définit les tests pour vérifier que ce qu'on a demandé, ce qu'on a décrit va fonctionner. Et donc la norme va sortir en 2020, normalement le premier jet. Et à partir de là, on aura des choses robustes sur lesquelles on va pouvoir travailler et fournir des modèles. Bonjour, Eric Fichon, Cefrail. Je me posais une question par rapport au BIM sur la manière de laquelle le BIM peut gérer sur des projets complexes comme EOL par exemple, le fait qu'on ait plusieurs phases qui vont s'articuler les unes par rapport aux autres et encore dans chaque phase différentes configurations qui vont également succéder dans le temps au fur et à mesure que l'étude va avancer. Est-ce que ce sont des fonctions qu'ils ont prévues dans le BIM et comment ça se passe également en termes de validation de ces différentes configurations au fur et à mesure de l'étude? Pour répondre sur cette question, je vais vous donner ce qui se passe déjà sur le Grand Paris, où en tant que maître d'œuvre en phase, je dirais, de travaux, et les entreprises commencent leurs études d'exécution. Donc il se trouve qu'on a un système un peu de recouvrement, puisque nous sommes en train de poursuivre sur les lots aménagements et les entreprises de génie civil sont en train de réaliser leurs études d'exécution sur le génie civil. Donc il y a une interaction qui se fait entre nos différentes maquettes. Donc très concrètement, ça se traduit par une définition et une mise en place des processus entre l'ensemble des acteurs, nous en tant que maîtres d'œuvre et les entreprises avec, sous la houlette de leur BIM manager pour faire que les process se mettent en place, qu'on puisse effectuer les visas et ainsi de suite. Donc ça commence, je dirais, bien sûr par une impulsion du maître d'ouvrage, mais par un important dialogue entre les acteurs pour faire que les mêmes objets, si on prend par exemple une gare, on puisse faire que notre travail qui se poursuit en tant que concepteur puisse encore prendre les données des avancées des études d'exécution des génies civilistes. Voilà. Donc, dans tous les contrats, que ce soit le Grand Paris ou sur EOL, on a ce type de considération avec des calendriers qui font que nous devons nous articuler les uns et les autres. Mais je dirais que ce n'est pas le BIM qui fait tout. C'est surtout les acteurs qui se parlent et qui, plus que jamais, le BIM incarne au niveau de l'ingénierie, en tout cas l'ingénierie concurrente, mais ce dialogue se poursuit au-delà, c'est très clair. Merci beaucoup à tous et à toutes et à tous. Le temps nous était compté. J'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus, comme moi, sur ce BIM, cette digitalisation du secteur ferroviaire. Merci.